Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Pierre Conesa. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Pierre Conesa, essayiste, enseignant à Sciences Po, historien, et c'est un ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Comme vous le savez, tout le monde en parle de la nouvelle gestion de l'islam et le nouveau projet de M. Hakim El-Karoui, bien entendu, mais aussi la création de la nouvelle association de CFCM pour gérer l'aspect financier. Tout cela que représente pour vous autant qu'observateur. Écoutez, ça me paraît d'abord un très sain débat, c'est-à-dire qu'effectivement, les associations musulmanes de différentes natures ont exprimé leur point de vue sur le rapport qu'a fait M. El-Karoui. Bon, il y a eu un phénomène un peu surprenant, c'est que M. El-Karoui est devenu tout à coup le spécialiste de l'islam de France, soutenu par l'Institut Montaigne, qui est un institut très proche, vous savez, du président Macron. Bon, moi j'aurais préféré une consultation, mais enfin bon, apparemment, le rapport a l'air de donner satisfaction. Et on entre dans quelque chose qui est connu depuis assez longtemps, c'est-à-dire que il y a effectivement le besoin de financement pour la construction des mosquées, pour le financement du culte, etc. Et donc, on avait déjà la Fondation pour l'Islam de France, on peut en créer une nouvelle mouture, mais enfin, moi, ce que je trouve le plus rassurant, si vous voulez, c'est qu'on est dans un débat qui est maintenant franco-français, quoi, qui n'est plus franco-algérien, franco-marocain, franco-turc, etc. C'est ça qui est la nouveauté, à mon avis, intéressante. D'accord. Donc, c'est, d'après vous, donc c'est un atout. C'est un atout, comment dirais-je, cette bifurcation vers un islam purement français. Oui, c'est une chose importante. Il y avait eu quelques étapes, d'ailleurs, assez importantes. En particulier, il y a un an ou deux, je crois, le CFCM avait décidé de créer une commission théologique pour dire, mais finalement, qu'est-ce que c'était que l'islam français, notamment sur le plan de la théologie et du rite, etc. Donc, c'était une démarche qui était importante. Là, on continue à progresser. On est sorti, si vous voulez, de l'époque de l'instrumentalisation de chaque pays par sa propre communauté. Probablement la communauté turque reste celle qui est la plus soumise, si vous voulez, à l'influence de son propre pays, mais pour les autres, on est déjà dans des générations où le rapport au pays, qui est d'ailleurs un des miens aussi, puisque je suis né en Algérie, est un rapport de nostalgie, si vous voulez, c'est pas un rapport de dépendance. D'accord. Donc, selon vous, il y a moins de dépendance par rapport aux pays d'origine, notamment au Maroc et en Algérie. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est un peu normal d'ailleurs, puisque si vous voulez, on a maintenant des générations qui sont nées en France, qui ont fait leurs études en France, qui sont trouvé leur place dans la société française. Moi, j'étais sensible au fait que, par exemple, un des premiers successeurs à la présidence du CFCM, après le recteur de la mosquée de Paris, soit un ingénieur chez SFR, par exemple. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on est entré dans une époque où le rapport n'est plus un rapport exclusivement religieux, mais que c'est un rapport de sensibilité, si vous voulez, avec des gens qui tiennent des places différentes dans la société française. Selon vous, ce rapport de M. Hakim El-Karoui, avec ces trois aspects, théologie, bien sûr, économique, mais aussi un aspect qui est nouveau, qui est assez intéressant, l'approche quartier, l'approche proximité, notamment avec les jeunes, notamment le contact avec les jeunes, radicalisation. Bon, je vous avoue que personnellement, j'ai été un peu surpris par certaines des conclusions du rapport El-Karoui, parce que quand il dit effectivement que c'est un phénomène qu'on connaît mal, quand vous pensez aux travaux qui ont été faits par Farhad Rospo-Kavar, par Ouisa Kies, par Keppel et ses équipes, etc., c'est des sujets que M. El-Karoui découvre, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de connaissances sur le sujet.
Simplement, il a un avantage par rapport à tous les autres, c'est que je vous dis, comme il est soutenu par l'Institut Montaigne et que c'est un institut qui est proche du président de la République, ça lui donne une espèce de légitimité politique beaucoup plus que sociologique. Voilà. La préparation dans les quartiers, il y a des centaines de personnes qui travaillent dans les quartiers, qui sont des éducateurs, qui sont des imams, qui essayent de travailler avec les jeunes, etc. Donc, il faut le découvrir, c'est bien, mais enfin, il faut aussi prendre en compte ce qui a été fait avant, quoi. L'islam de France a pris une tournure. Il y a un éveil, quelque part. Donc, même avec cette création de l'association du CFCM pour gérer l'aspect financier. Donc, c'est aussi assez important. Selon vous, pourquoi peut-on pencher sur ce nerf de la guerre qui est la finance et on laisse tomber le reste? Non, je ne crois pas qu'on rende exclusif, si vous voulez, le rapport à cet aspect financier. C'est vrai qu'il y a un problème de financement des cultes qui est un problème de la loi de 1905, puisque l'État lui-même ne peut rien financer. Bon. Donc arriver à trouver un financement propre à la communauté française musulmane, comme d'ailleurs il existe un financement propre à la communauté protestante, à la communauté catholique, etc. Donc c'est une évolution qui me paraît tout à fait dans l'esprit de la société française. Alors évidemment, l'idée est évidemment de taxer le commerce halal, qui est devenu un commerce quand même extrêmement florissant, et finalement de trouver là probablement un financement qui permettrait en tout cas de distendre certains liens avec des financeurs qui n'ont pas les meilleures intentions du monde sur le plan républicain. Notamment notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, il faut dire, c'est pas la peine de se masquer derrière ce petit doigt. Vous savez, la Ligue islamique mondiale a quand même comme caractéristique d'être dirigée par un Saoudien, toujours. Et puis, pour ce qui concerne, en tout cas, vous connaissez mon livre sur Dr Saoud et Mr Djihad. Bien sûr. L'Arabie Saoudite a financé depuis des années ce qu'on estime à peu près 8 milliards de dollars par an, c'est-à-dire autant que ses achats d'armement, l'islam dans le monde, mais avec une version qui est tout à fait différente de toutes les autres écoles juridiques de l'islam. C'est-à-dire c'est une école salafiste. Vous savez, dès 1932, quand l'Arabie Saoudite se constitue comme État indépendant, dans la déclaration constitutionnelle, ils se disent eux-mêmes salafis, enfin. Donc, l'homonymie entre les deux, c'est pas parce qu'on les appelle wahhabites que ça change la pratique. Or, c'est évidemment à partir de 73, quand l'Arabie Saoudite devient une immense tiroir caisse, si vous voulez, c'est évidemment, ça donne des moyens prodigieux et ça donne des moyens qui n'ont pas fait qui ont porté un grand tort à l'islam, à mon avis. C'est un peu la lâcheté des Occidentaux de ne pas avoir voulu le voir. Un certain nombre d'observateurs, juste par rapport, j'aimerais bien aller un peu plus loin avec vous par rapport à ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est très intéressant. Et un certain nombre d'observateurs, ils disent comme quoi il y a depuis ce conflit ouvert entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, ce conflit commence à être exporté à l'extérieur. Sur le plan présence, mise, autres. Qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus, s'il vous plaît? C'est vrai qu'effectivement, quand on entend le Qatar et l'Arabie Saoudite s'accuser mutuellement de financer le terrorisme, on est un peu surpris, si vous voulez, parce qu'on se dit, tiens, s'il y a une double financement du terrorisme, alors ça va être encore pire. Non, on est dans une situation assez étonnante où chacun joue un peu un rôle d'hypocrite. Ouais. Vous connaissez aujourd'hui l'opposition entre l'Arabie Saoudite et les frères musulmans. En gros, en deux mots, si vous voulez, pour vos auditeurs, les frères musulmans se réfugient en Arabie Saoudite quand Nasser commence à les persécuter. Et l'Arabie Saoudite, qui n'a aucun cadre, aucune université à cette époque-là, on est dans les années 60, trouve avec les frères musulmans, évidemment, des cadres formés qui vont membrer, si vous voulez, toute l'administration saoudienne et qui vont d'ailleurs aider à la constitution de sa diplomatie religieuse. Bon. Là, le divorce arrive en 91, quand il y a la guerre du Golfe, c'est-à-dire que la hiérarchie des frères musulmans considère que l'appel aux États-Unis pour venir défendre la terre de l'islam est un péché. Et à ce moment-là, les Saouds, vous savez, ont l'avantage quand ils appellent les mécréants à l'aide, d'avoir toujours l'appui de leur propre hiérarchie religieuse. Ça, c'est comme les jésuites, si vous voulez. Ils trouvent toujours une bonne excuse. Et donc, la rupture avec les frères musulmans va se traduire en particulier par des expulsions massives. Et donc les frères musulmans qui vont sortir vainqueurs de la plupart des élections consécutives au printemps arabe, évidemment, apparaissent comme une force d'opposition qui est d'autant plus une force d'opposition qu'elle est au moins aussi respectueuse de l'islam, mais en plus qu'elle a une forme de démocratie, c'est-à-dire qu'elle gagne par les urnes. Et ça, c'est totalement insupportable pour un système comme l'Arabie Saoudite. Oui. Et évidemment, le Qatar, par-dessus tout ça, qui lui je l'avoue, avait une diplomatie du carnet de chèques un peu sur tous azimuts,
est venu prendre le relais du financement des frères musulmans. Donc ils s'accusent mutuellement de terrorisme, mais enfin c'est un espèce de dialogue d'hypocrite, quoi. Cette affaire qui a touché un petit peu l'Arabie Saoudite, hein, de près, avec l'affaire du journaliste saoudien, hein, voilà, de Jamal Khashoggi, et aussi avec, surtout avec cette pression qui exerçait sur le prince héritier, et jusqu'à maintenant il est toujours au pouvoir, hein. Donc ça montre comme quoi l'Arabie Saoudite tient énormément au prince héritier. Selon vous, aura-t-il un impact, parce qu'on a vu, hein, comme l'explique notre premier intervenant, M. Tahan Bessam, que la visite de M. Ben Salman au Maghreb a été avec une visite, avec un arrière-pensée plutôt religieux, c'est-à-dire contrer la présence des frères musulmans en Tunisie, et voire en Mauritanie. Selon tactique, là, j'ose dire, là, peut-il bouleverser un petit peu l'équilibre au Maghreb? C'est vrai que, effectivement, le voyage du prince héritier de Mohammed Ben Salman a quelque chose d'étonnant, parce que comme il est très 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 mal vu dans l'opinion publique de tous les pays occidentaux après l'assassinat du journaliste Khashoggi, c'est vrai qu'on n'attendait pas à faire une tournée comme il avait fait, rappelez-vous, au printemps dernier, où tous les news le présentaient comme le grand réformateur. C'est ça. Mais le faire au Maghreb, c'est parce qu'il a effectivement une intention que vous avez raison, sur laquelle vous avez raison d'insister, c'est qu'encore une fois, il poursuit sa lutte contre les frères musulmans. Le faire en Tunisie, où on a une transition démocratique, qui est c'est un des rares pays dans lesquels la transition se passe bien. Donc faire ce voyage-là, évidemment, et comme c'est un immense tiroir caisse quand même, Mohammed Ben Salman. Donc évidemment, on est obligé de faire attention à l'accueillir, mais avec évidemment des formes d'opposition interne à la société tunisienne. Cela dit, quand vous voyez comment les Occidentaux eux-mêmes continuent à honorer Mohammed Ben Salman, vous vous dites qu'il a vraiment beaucoup d'argent, quoi. Écoutez, l'argent, c'est la guerre, c'est l'honneur de la guerre, hein, comme vous le savez. Donc, je vous en prie. Je veux juste ajouter une remarque. J'ai trouvé un site américain, je sais pas, je pense que ça doit être un site d'opposants saoudiens, qui a fait quelque chose d'assez fantastique, c'est-à-dire qu'ils ont repris sur 50 ans les couvertures du New York Times à chaque fois qu'il y avait un changement de tête à l'Arabie Saoudite, un changement de roi. Bon. D'accord. Chaque fois, ils annonçaient que le nouveau roi était le réformateur. Chaque fois. Ça veut dire que depuis, ce pays, en fait, n'a jamais bougé, mais à chaque fois, la presse fait un article sur le thème « Le nouveau », vous allez voir, c'est différent, il est jeune, il a fait ci, il a fait ça. Mais ce qui est faux, on a un système qui est autobloquant. C'est un système qui ne peut pas se réformer. Alors, pour revenir sur votre question, le véritable risque aujourd'hui pour Mohammed Ben Salman, c'est pas les Occidentaux. C'est le fait qu'il a, avec l'affaire du Ritz, il a dépossédé toute une partie de la famille princière ou des familles princières d'une partie de leurs revenus. Et donc, son opposition est interne. Et évidemment, comme il fait des fautes, il n'arrête pas d'ailleurs de faire des fautes, hein. Il l'a fait au Yémen, il l'a fait avec l'arrestation d'Hariri, il le fait avec le blocus contre le Qatar, et maintenant il le fait avec l'affaire Khashoggi, dont même la CIA dit qu'il est directement à l'origine. Bon, on est sur un système où, un jour ou l'autre, si vous voulez, de l'intérieur, va venir une forme d'opposition qu'il est difficile de détecter aujourd'hui, mais c'est probablement de ce côté-là qu'il a le plus de choses à craindre. D'accord. Sur le plan interne. Sur le plan interne, oui, absolument. Ah oui. Parce que le souci qui se pose, c'est effectivement, hein, comme ça a été évoqué la dernière fois avec notre invité, M. Hatim, hein, il y avait cette possibilité éventuellement qu'il y ait un coup d'État en Arabie Saoudite, par son intermédiaire ou bien contre lui. Oui, c'est ça. Enfin, le coup d'État est un terme ambitieux, c'est-à-dire qu'en fait, on changera la tête, quoi, c'est tout. Mais je doute que le régime change. Vous savez, quand il y en a eu les véritables tentatives de réforme avec, en particulier la Sarwa, vous vous souvenez de ces religieux contestataires après 91. Bon, vous avez vu comment ça a été géré. Et effectivement, aujourd'hui, Mohammed Ben Salman a tout fait, sauf taper sur la hiérarchie religieuse. Donc, on sait que la hiérarchie religieuse avalisera n'importe quel changement de tête. Ils diront pas, celui-là, c'était le réformateur qu'on attendait. Et puis, par contre, celui-là est plus conservateur. Donc, le système ne bouge pas. Il assure sa pérennité. C'est un peu comme le système communiste, si vous voulez. Oui. C'est pas parce qu'on a Khrouchtchev et puis ensuite Brejnev et ensuite les autres qu'on tout à coup on est dans un système qui change de nature. Monsieur Pierre Koniza, merci infiniment de cet éclairage. Hein, donc, fort intéressant par rapport à deux aspects qui sont liés quelque part. Toujours la religion comme centre d'intérêt. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.
Au revoir. À bientôt, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel.